On clique sur un de mes films préférés qui est sur MyCanal en ce moment. Ce film, c'est Terminator. Et ça me fait poser une question qui m'obsède. Est-ce que les robots vont nous tuer? Sarah Connor. Oui. Il n'aura fallu que 2 mots à Arnold Schwarzenegger pour devenir l'icône d'une génération dans le rôle de T-800. Ce n'est pas un homme, c'est une machine. Le Terminator, créature cybernétique modèle 001. Terminator, film culte du cinéma d'action et d'anticipation qui raconte comment les cyborgs et ordinateurs sont devenus tout-puissants. La guerre totale pour exterminer l'humanité sera livrée dans le présent ce soir. Et pour lutter contre Skynet, le système informatique suprême, on retrouve Kyle Reese, résistant venu du futur pour sauver la fameuse Sarah Connor, mère du chef de la résistance. Connor. John Connor. Ton fils, Sarah. Le fils que tu vas mettre au monde. Et au-delà de l'avalanche de répliques cultes que l'on doit à cette saga, Hasta la vista, baby. Terminator, réalisé en 1984, posait une véritable question sur les avancées technologiques et les futurs des robots. J'ai peut-être l'air stupide, mais des êtres comme ça n'existe pas encore. C'est vrai. Pas avant 40 ans. Ça y est, nous y sommes. Alors est-ce que le réalisateur James Cameron avait vu juste? I'll be back. La réalité va-t-elle dépasser la fiction? Alors, est-ce que les robots vont nous tuer? C'est une question que je me pose à chaque fois que je regarde Terminator. Je rappelle que dans Terminator 1 et Terminator 2, c'est à peu près cette histoire. Une société qui s'appelle Skynet commence à concevoir des puces extrêmement perfectionnées, qui développent une intelligence artificielle qui dépasse l'entendement et les capacités humaines. Et un jour, arrive le Judgment Day où l'intelligence artificielle décide d'envoyer des missiles nucléaires qui détruisent la Terre. Voilà, c'est ce qui peut nous arriver. Bonjour, Nathanaël Gerassé, vous êtes chercheur en robotique au CNRS, spécialisé dans le domaine médical. Vous développez des prothèses, des exosquelettes pour essayer d'améliorer l'autonomie et les capacités d'interaction de personnes en situation de handicap. Vous avez créé un bras bionique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Alors, mon domaine, en fait, c'est celui effectivement, de la robotique d'assistance et principalement handicap. Et donc, dans le cadre des recherches que je mène sur le contrôle de dispositifs robotiques, on a développé une plateforme qui est un démonstrateur, en fait, utilisé pour une compétition internationale qui s'appelle le Cibathlon. Et ça se veut un pendant des Jeux paralympiques pour des athlètes équipés de technologies actives. Et donc, c'est un bras pour une personne amputée de bras. C'est incroyable. Un pilote qui a un coude robotisé, un poignet et une main polydigitale qu'on peut contrôler via des contractions musculaires du moignon, de l'intelligence artificielle qui va analyser les états posturaux de la personne, essayer de décoder le langage corporel en fait pour donner du contrôle sur le dispositif. Et c'est quoi le lien entre le cerveau et la machine, entre le cerveau humain et la machine? Il est Moi, ça me fait penser à Cobra. Il est très tenu. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, machine, en général, imagine quel est son secret, nul ne le sait. Il y a... Pas mal. Pardon. Je vous en prie, il y a un raccourci de langage qui est le contrôle par la pensée. En fait, ce prototype-là, et comme la majorité des dispositifs bioniques avancés, en fait, c'est contrôlé par des contractions musculaires au niveau du membre résiduel. Donc, vous pensez à contracter votre muscle et ça va générer une action. Mais de là à dire que c'est contrôlé par la pensée, ça demande quand même une certaine gymnastique. Il faut plusieurs semaines ou mois d'entraînement pour arriver à maîtriser ce type de prototype-là. J'aimerais qu'on regarde des images parce que les robots nous aident énormément dans le domaine médical. Pour l'instant, ils ne veulent pas nous tuer, ils veulent nous guérir. Regardez. A new breed of robots are helping paralyzed people to walk again. Cela fait 3 ans que cette pionnière écrit, peint, cuisine, vit tout simplement avec un bras bionique. Une révolution dans les hôpitaux grâce à des robots qui sauvent des vies. Mais clairement, là, on a une révolution qui est en marche autour des robots chirurgicaux. Alors là, on voit les robots chirurgicaux. Qu'est-ce que ça peut apporter à la médecine? Qu'est-ce que ça peut amener comme révolution? Alors déjà, il y a un point fort, c'est que sous le terme robot, on décrit ici des outils robotiques. On n'est pas sur des systèmes autonomes, il n'y a pas de robot de chirurgie qui opère tout seul, il n'y a pas de robot de rééducation qui rééduque tout seul. Ils sont sous la supervision, ça reçoit des ordres. Les robots de chirurgie les plus impressionnants, par exemple le système Da Vinci que vous montriez là, c'est un robot de laparoscopie, donc de chirurgie mini-invasive. C'est de la téléopération. Le chirurgien se tient dans une console juste à côté et il peut, entre guillemets, avoir l'illusion de rentrer ses bras dans le corps du patient, ça évite les chirurgies ouvertes, ça rend plus facile les approches laparoscopiques. Donc ces outils robotiques, ils ouvrent
tout un tas de possibilités pour les thérapeutes de prise en charge. Pour la robotique chirurgicale, c'est une facilitation de la robotique mini-invasive, c'est-à-dire on n'ouvre plus, on fait des micro-incisions et on va pouvoir faire des gestes très dextres dans le corps du patient avec une immersion, avec un retour 3D. On va avoir des robots en chirurgie qui vont utiliser des imageries médicales pour faire du recalage, pour aider par exemple à guider le geste d'un chirurgien qui va poser une vis, une broche ou des choses comme ça. Est-ce que ça peut aider par exemple dans la détection de tumeurs ou pour soigner le cancer? Indirectement, c'est-à-dire que par exemple, vous avez des technologies de protonthérapie où on va attaquer des tumeurs avec un rayon de protons et on va avoir un robot qui va positionner très précisément le patient pour que le rayon, le traitement aboutisse exactement sur la zone de la tumeur. Et donc la robotique fournit des outils de manipulation, de précision, de navigation, des aides à la pratique chirurgicale qui ouvrent des nouvelles possibilités. Et c'est aussi le cas pour la rééducation. C'est des outils pour révolutionner en fait le quotidien de la rééducation par les thérapeutes. Dans le domaine de l'armée, les robots aussi sont de plus en plus utilisés. Et là, on arrive bientôt à Terminator. Killer robots. San Francisco supervisors just gave police the okay to use them. The headline alone definitely makes you stop in your tracks. Une armée composée de robots tueurs. Non, c'est pas de la science-fiction. Tous les pays y réfléchissent, et même la France. I will destroy humans. Là, on voit dans le public, ils sont tous en panique. Moi, cette vidéo m'a totalement apaisé. Je suis relaxé, je vais bien. C'est comme un mourir. Là, se posent beaucoup de questions, encore une fois, autour de l'autonomie. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, ce sont des outils robotiques qui ne sont pas autonomes, qui ne prennent pas une décision. Ils sont opérationnels pour l'instant. Mais tout le débat en fait, autour des SALA, les systèmes d'armement létal autonomes, il vise à définir qu'est-ce qui est de l'ordre de qui est en charge de la prise de décision. La majorité des systèmes qui existent actuellement vont avoir des fonctions automatiques. Il y a différents niveaux d'automatisme, de suivre la trajectoire, mais en général, il y a un humain dans la boucle qui va, sur un drone, déclencher l'attaque, sur un dispositif de tir, donner l'autorisation de tir comme on pourrait l'avoir avec un militaire. Mais imaginons par exemple qu'aux États-Unis, un ouf prenne le pouvoir. C'est jamais arrivé aux États-Unis. Mais le risque, le danger, il est peut-être pas tant du côté des puissances militaires qui s'équipent de ces outils-là et qui finalement, qui est quelqu'un dans la boucle ou pas de prise de décision de tirer l'arme est toujours aussi dangereuse, que plutôt les possibilités qu'offre par exemple la robotique civile, le fait qu'on peut tous acheter un drone, on peut acheter du matériel assez sophistiqué qui peut porter une charge, etc. Donc il y a des détournements de la technologie dans des approches de guerre moins conventionnelles qui sont encore plus angoissantes, je pense, que ces machines-là. Et le scénario de Terminator et de Skynet, est-ce que vous y croyez ? Le scénario de Skynet et de Terminator, il fait appel à un concept qui est celui de l'intelligence artificielle forte, auquel je ne crois pas beaucoup. C'est-à-dire qu'actuellement... Pour l'instant, mais disons que je serais surpris parce que la méthode par laquelle on s'attaque à décoder l'intelligence humaine et la reproduire, elle n'est peut-être pas exactement adaptée à reproduire cette prise de conscience. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qu'on a, ce sont des systèmes qui vont avoir l'apparence d'un comportement, mais qui ne sont pas maîtres de la décision et qui ne comprennent pas forcément les concepts qu'ils vont mettre en œuvre. Et donc, une sorte de zombie, on en parlait récemment, de zombie philosophique. C'est-à-dire ça a l'apparence d'un humain, ça a l'apparence de quelqu'un qui a pris une décision, mais en fait, c'est un programme qui a défini qu'à telle action, il va avoir telle réaction. Et donc, le côté dans Terminator de prendre le dessus de l'humanité parce qu'on juge qu'elle n'est pas bonne, ça sous-entend en fait une entité qui serait bien plus forte d'un point de vue intelligence. Et si cette entité, par exemple, juge que l'humanité nuit à la planète ? Par exemple. Il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Mais disons que les systèmes qu'on voit actuellement, même quand on regarde les vidéos de Boston Dynamics, on est très impressionné par ces robots humanoïdes qui font des saltos. Quand on voit les algorithmes de chatbot qui sont capables d'entretenir des conversations et de berner même des ingénieurs. D'écrire des romans aussi. Ou d'écrire des romans. On peut imaginer qu'en rassemblant tout ça, on arrive à quelque chose d'incroyable. Mais il y a beaucoup de verrous et de limites. Hors du cadre d'un laboratoire ou d'une salle de captation vidéo, l'environnement est très variable, il y a plein d'incertitudes, plein de problèmes de robustesse. Et puis dans le roman, alors dans le film, dans le Terminator 2, il est liquide, il se répare, etc. Mais dans le 1, il est fait de métal et le métal, ça ne se régénère pas.
c'est un point négatif pour le robot par rapport au vivant et ses capacités biologiques d'adaptation, de régénération, de réparation. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 38 ans, 39 même. Est-ce que lorsque vous étiez adolescent, vous étiez capable d'imaginer que la technologie aille aussi loin qu'elle est maintenant? Peut-être pas à ce point. Donc est-ce que vous êtes capable d'imaginer que dans 10 ans, ça sera encore plus fou? Non, mais par contre, ce que je sens, c'est qu'en tant que chercheur au CNRS, je m'intéresse à des questions scientifiques et que je vois des verrous technologiques sauter, mais je vois des verrous scientifiques rester. C'est-à-dire que même si on a plus de puissance de calcul, même si on a des nouveaux matériaux, des datasets pour l'entraînement d'IA, l'accès à du big data qui révolutionne en fait la construction de modèles, il y a derrière des questions scientifiques fondamentales, le fonctionnement du cerveau, du contrôle moteur, la modélisation de l'humain, des concepts presque qui dépassent la technologie, des concepts scientifiques, philosophiques. Le libre arbitre, la conscience, la prise de décision, et que ces choses-là, en fait, sont loin d'être résolvables juste par une montée en puissance de calcul. Et donc, je pense qu'il y a encore des impossibilités scientifiques qui sont en quelque sorte un peu garants d'une certaine régulation. Moi, je pense qu'il faut en profiter maintenant de mal parler des robots. Je pense que dans 2-3 ans, quand ça parlera mal des robots, on sera fais attention, les représailles et tout. Attention, je pense que ça va pas tarder. Avec les hashtags, c'est sûr, ils vont... Si je peux ajouter, c'est pour ajouter au propos, il y a aussi des notions éthiques qui vont venir se rajouter. Plus les verrous technologiques vont sauter, plus on va être capable de faire des choses. Et en fait, il y a des choses qu'on peut faire techniquement, mais qu'on n'est pas sûr de vouloir, tout simplement. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on est censé le faire. Et il y a aussi une prise de conscience collective où on doit se dire, éthiquement, est-ce qu'on veut pousser la machine jusqu'à là? Éthiquement, est-ce qu'on veut à terme un Terminator? Je suis pas sûr. Moi, j'ai un truc à vous montrer. Alors, il a fait tout ça. Je l'attends depuis tout à l'heure. Non, mais quand on parle de robots, on parle de Transformers. Là, par contre, il est vers le public, t'es sûr que ça va... À la base, les Transformers, c'est une race extraterrestre, les Decepticons et tout ça, qui sont venus sur Terre. Mais ils sont devenus en robot. Je vous le mets comme ça. C'est ton téléphone. Parce que ça va s'appeler. Et le téléphone, le guide, regardez, vous allez voir, c'est incroyable. Alors, je vais réussir à m'en servir. C'est une idée de cadeau de Noël, ça va marcher. Regardez. Optimus Prime. Mais tu lui parles. Lève-toi. C'est quand même Je pense que la démonstration... C'est un grand moment de télévision. C'est un très grand moment de télé. Parce que là, on intimide le robot. Vous intimidez le robot. Attendez. On regarde le CQFC, on arrive juste après, je vais le faire marcher. Mieux qu'un algorithme, la rédac de Click vous dit sur quoi cliquer. Pour se préparer à l'avènement des robots, on clique sur Terminator, grand classique du genre dystopique. En 2029, des ordinateurs super puissants dominent le monde et veulent se débarrasser des humains. Sauf que l'humanité va se montrer plus résiliente que prévu. N'est pas un homme, c'est une machine. Le Terminator, créature cybernétique modèle 001. Le film de James Cameron a planté les germes du cyberpunk que l'on retrouve dans Matrix, autre classique sur lequel on double-clique. Pilule bleue ou pilule rouge, il va falloir choisir parce qu'il est possible que l'on vive dans une simulation contrôlée par des robots. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Après tous ces robots, on termine avec un peu d'humanité et on clique sur Sentimental Fool, le nouvel album du vétéran de la soul, Lee Fields. I wanna love you for the rest of my life. And I wanna love you, so glad you're my wife. C'est tout pour le CQFC, on se dit à demain.